Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans Asaiku à Osaka. On a reçu pas mal de documents, des articles, des notes de recherche, merci d'ailleurs, et ce quartier, on pourrait le croire juste résidentiel, moderne, mais pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les histoires un peu cachées sous la surface. Parce qu'il faut savoir, Asaiku, c'était pas n'importe où, hein. C'était un vrai carrefour. Il y avait l'ancienne route Kyokaido, celle qui allait à Kyoto, et aussi la Nosaki Kaido, pour aller au temple Nosaki Kanon. Exactement. Et ce qui est vraiment passionnant avec les sources qu'on a, c'est qu'on voit toutes les couches d'histoire qui se superposent. Ça va de la période Yayoi, donc très très ancien, jusqu'à l'après-guerre, l'époque contemporaine. On lit vraiment l'évolution d'Asaiku à travers ses cours d'eau, ses routes, ses habitants aussi, bien sûr. Alors, si on remonte justement aux origines, les documents parlent de traces de village Yayoi. Et il y a le site de Morikoji qui est mentionné. Et il y a même cette légende assez terrible, Kawakubitaima. Ah oui. Ça parle de sacrifices humains pour calmer le fleuve Yodo. Apparemment, il y aurait encore une stèle commémorative, mais chez un particulier, c'est assez étonnant. Oui, ce lien avec le fleuve Yodo, il est fondamental pour comprendre Asahiko. Mais les routes terrestres aussi, elles sont cruciales. D'ailleurs, il y a un fait qui ressort bien des documents. Le croisement de ces anciennes routes, la Kyokaido et la Nosaki Kaido, il se trouvait pile là où on trouve aujourd'hui la galerie commerçante Senbayashi. Ah oui, carrément. Oui, c'est un exemple parfait en fait de l'histoire qui se cache juste sous nos pieds, quoi. Une galerie marchande moderne sur des chemins millénaires. C'est une image assez forte. Et si on avance un peu, à l'époque d'Edo, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans les sources? J'ai noté cette anecdote, plutôt charmante, du Mokuse no Jinya. Ah oui, l'histoire de cet osmanthus, cet arbre au parfum incroyable. Si puissant que le shogun Tokugawa Iemochi lui-même, le 14e, aurait été attiré par l'odeur. Sérieusement? Oui, la légende dit que le parfum flottait jusqu'au village voisin, et du coup, séduit, il aurait décidé de séjourner dans la résidence Asada, juste à côté de l'arbre. Il y a toujours un panneau d'ailleurs qui raconte ça. C'est une jolie histoire. Et pas très loin, les documents mentionnent une statue de Chizo, l'Asahi Jizo, avec une particularité un peu étrange. Son nez était bréché. C'est quoi l'histoire derrière ça? La légende locale, elle est assez fascinante. Elle raconte que les bateliers, qui utilisaient beaucoup les canaux à l'époque, se servaient du nez de la statue. Du nez de la Ouais, statue? du nez de la statue. Apparemment, il était assez proéminent. Ils s'en servaient comme point d'appui pour manœuvrer leurs barques, pour les faire pivoter dans les virages serrés des canaux. C'est une trace très concrète, gravée dans la pierre de cette vie fluviale d'autrefois. Une statue qui sert de borne d'amarrage improvisée. C'est incroyable. Et si on saute encore dans le temps, vers l'ère Showa, qu'est-ce qui se passe à Asaiku? Alors, les sources parlent d'abord d'un type d'habitat très spécifique, les Sambayashi no Nagaya. Ce sont ces longues maisons traditionnelles, mitoyennes, souvent des logements assez modestes, ouvriers, typiques des années 30. Il en reste encore quelques-unes aujourd'hui, ce sont des témoins précieux d'une architecture, d'un mode de vie qui a disparu. Et c'est aussi une époque de gros changements, j'imagine, hein. Avec l'arrivée du train, par exemple. Ah oui, absolument. L'ouverture de la ligne Keihan en 1910, ça a été un vrai tournant. Ça a boosté l'urbanisation et c'est là qu'est née la galerie Sambayashi dont on parlait. Et ce qui est fou, c'est que cette galerie, bon, elle peut paraître assez banale maintenant. Oui. Elle a été pionnière pour le commerce moderne au Japon. C'est là qu'a ouvert le tout premier supermarché Daiei en 1957. Et puis Nishi en 1963. C'est un peu le berceau de la grande distribution japonaise, en fait. Difficile à imaginer, c'est vrai, en s'y baladant. Mais bon, cette période, c'est aussi la guerre. Et les documents, ils rappellent des choses assez dures. Oui, Asaiku n'a pas été épargné, loin de là. Le bombardement du 7 juin 1945 a été terrible. Dans le parc Johoku, il y a le Senninzuka, ça veut dire le tertre des 1000 personnes. C'est un mémorial assez discret mais très poignant. C'est là que plus de 1000 victimes non identifiées ont été incinérées ensemble. 1000 personnes? Oui. Et près de Sanbayashi, il y a une autre stèle, l'Anmei Jizo, qui, elle, commémore les victimes d'une bombe d'une tonne qui est tombée juste là. Ce sont des cicatrices discrètes dans le paysage urbain. Des mémoires importantes à conserver. Mais heureusement, les sources parlent aussi de coins nature, comme pour mettre un peu de baume. Tout à fait. D'ailleurs, le parc Johoku lui-même, il cache un magnifique jardin d'iris, le Hanashobuen. L'iris, c'est la fleur emblème de l'arrondissement, d'ailleurs. C'est vraiment un bel endroit. Et puis, il y a aussi les Wando. Les Wando,
C'est quoi ça? Ce sont des sortes de petits étangs ou de bras morts qui sont encore connectés aux fluviaux d'eau. En fait, ce sont des restes de l'ancien lit du fleuve et aujourd'hui, ce sont des refuges super importants pour la biodiversité. Une vraie nature préservée en pleine ville. Donc au final, en plongeant dans ces documents sur Asahiku, on voit bien que c'est beaucoup plus qu'un simple quartier résidentiel. L'histoire est partout. Sous nos pieds, dans la galerie marchande, dans le nez cassé d'une statue, dans la mémoire d'un bombardement ou même dans la floraison des iris. C'est exactement ça. Des lieux qui paraissent ordinaires, comme ça au premier regard, en fait, ils sont chargés d'histoire. Des routes anciennes, des drames, des innovations commerciales, et puis ces poches de nature un peu inattendues. L'histoire locale, elle est souvent là où on ne l'attend pas du tout. Et ça nous amène à une réflexion, peut-être, au-delà des grands monuments, des sites touristiques évidents, qu'est-ce qui se cache comme histoire, comme vie oubliée, dans les rues, les parcs qu'on traverse tous les jours, sans forcément y prêter attention? Qu'est-ce que l'identité profonde d'un lieu doit à tous ces récits enfouis?